Good afternoon. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Julien Berth. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Les fêtes de l'Ascension et du Ramadan se célèbrent ce jeudi 13 mai 2021. La première marque l'ascension ou la montée de Jésus-Christ au ciel 40 jours après sa résurrection, et la seconde la fin du mois de jeûne et de prière. À l'occasion de ces différentes fêtes, la journée de demain vendredi 14 mai est décrétée fériée sur toute l'étendue du territoire national. C'est un décret du chef de l'État Paul Biya. Et sur la symbolique de la fête du Ramadan, je vous propose d'écouter cette réaction d'un imam. Bon, parlant de la symbolique du mois de Ramadan, nous partons d'un verset, le verset 183 de la Sourate 2 qui dit « Oh, vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne comme nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. » Donc le but du jeûne, c'est d'acquérir la piété. Or la piété, c'est quoi en gros? C'est la crainte. Le musulman chemine de toute sa vie. Il chemine vers Dieu. Et il y a des outils. Il ne peut pas cheminer vers Dieu, avoir son agrément sans piété. C'est la piété qui est vraiment le moteur qui lui permet d'avancer. Et une fois par mois, une fois par an, un mois sur 12 heures, il change carrément de style de vie. Il jeûne. Jeûner, c'est pas. Et on parle de s'abstenir de boire, de manger, du lever au coucher du soleil, des rapports sexuels. Mais le jeûne, c'est au-delà de ça. Le jeûne, c'est une privation physique, une privation spirituelle. Mais le jeûne vous permet de vous rapprocher de Dieu à travers votre nouvel état. Vous vous privez de ce que vous avez la possibilité de prendre. Vous avez votre frigo plein, mais vous ne mangez pas. Vous avez envie de votre épouse, mais vous vous abstenez. Donc c'est une éducation de l'esprit, une éducation du corps. Et maintenant, on jeûne beaucoup plus aussi par obéissance à Dieu. Le jeûne, le mois de Ramadan est un moment de générosité, un moment de partage. Ça permet aux riches de savoir ce que peut ressentir le pauvre qui n'a pas de quoi manger. Autre fait d'actualité dans ce journal, le marché de Makenene se meurt jadis un pôle d'attraction et d'arrêt des voyageurs à destination de l'ouest et du nord-ouest. Cet espace marchand ne fait plus courir la foule. Les commerçants indexent le conflit armé dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, l'insécurité due aux coupures récurrentes de l'électricité et la vétusté de cet espace marchand. On fait le point dans ce reportage de Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. Je n'ai pas de préférence, mais je voulais la viande de brousse. Malheureusement, je ne trouve pas mon goût. Il fait partie de ceux qu'on pourrait qualifier d'inconditionnels. Des personnes, bien que peu nombreuses, qui ne peuvent pas traverser le marché de Makenene sans y marquer une pause. Le temps d'un repos, d'un rafraîchissement ou simplement d'une découverte. Vous avez donc pris du plantain. J'ai cherché le complément, je n'ai même pas vu. Ça fait un repos d'abord. C'est d'abord un repos. Il faut aussi déguster les choses qui sont en route qu'on ne peut pas bafouer ça. Ça a toujours été comme ça ou bien? Pour moi, ça a été toujours comme ça. Il faut s'arrêter pour se reposer, pour prendre un peu de l'air. Sauf que la fréquentation du marché de Makenene a considérablement baissé par rapport aux années antérieures où les gens s'y bousculaient de jour comme de nuit. Cette revendeuse, parmi les plus anciennes, pointe la crise anglophone dont les répercussions se ressentent jusque dans ce marché. Même les bonnes choses, il n'y a pas de clients. Et les clients sont où? Alors il y a l'autre qui vient, il dit que les choses chères ici, pas à Tonga. Donc vous, maintenant, là, vous vous débrouillez seulement? Oui, vous dites Dangwa. C'est la crise anglophone qui joue beaucoup sur notre marché. Puisque déjà, c'est les anglophones qui nous ravitaillaient plus. Puisque sans les anglophones, le marché de Makenene ne peut pas fonctionner. Déjà, d'une réduction, d'une baisse considérable des agences de voyage qui, à l'époque, avaient fait de Makenene leur escale obligatoire, des agences du nord-ouest, certains qui ont dû réduire considérablement le nombre de voyages, le nombre de bus, et aussi des voyages qui ne sont plus aussi fréquents comme par le passé. L'insécurité et la vétusté des installations sont également pointées du doigt. Avec ce problème d'éclairage, des coupures intempestives, il y a des fois on risque de coupures d'électricité peut-être sur 3 jours, 4 jours, une semaine, automatiquement. Ils sont obligés de
fonctionne dans l'obscurité. Donc avec ça, certains petits malfrats profitent un peu pour inquiéter des passagers et ces plaintes sont remontées au niveau de certaines agences. Voilà le marché de Makene qui date des années, toujours dans le vieux carabon, et comme si c'était un marché abandonné, et que c'est un marché qui est connu. Et nous on ne sait pas pourquoi. Nos parents ont vendu ici, ils sont morts. Nous voici les enfants, on va mourir. Et le marché est toujours vieux, on ne comprend pas pourquoi. Si le chiffre d'affaires et les recettes ne cessent de subir une cure d'amaigrissement, les commerçants exerçant dans cet espace marchand croient dur comme fer qu'ils peuvent plier, mais sans jamais rompre. Je vais prendre un exemple. Il y a les prunes qu'on trouve à toute saison, puisqu'on sait que déjà à partir du mois de mai, juin, juillet, il y a les prunes un peu de partout. Or, à Makenene, c'est à toute saison. Donc déjà, voilà une richesse que nous avons déjà sur le marché, où le marché ne peut pas s'éteindre facilement. Au niveau de la mairie locale, des réflexions sont en cours en vue de résoudre certaines des difficultés auxquelles le marché de Makenene fait face. Il y a vraiment de l'insécurité qui depuis un temps avec les problèmes de l'électrification. Mais déjà dans le BIP de 2021, le maire a déjà envisagé d'installer les plaques solaires partout dans le marché, là pour éradiquer l'insécurité. C'est cette hausse de prix des commerçants. Vraiment, ce dossier est déjà posé sur la table du maire, qu'après la dernière couche du bouton, on doit vraiment s'asseoir pour essayer de voir comment on va réduire déjà les prix. En attendant, le marché de Makenene joue au maintien. Il doit faire face à la rude concurrence qu'imposent les autres espaces marchands situés le long de la nationale numéro 4, notamment Dikinimeki, Nyokon, Tonga et autres marchés de pastèques de Baganté. Sauf qu'à la différence des autres, Makenene ne ferme pas ses portes et fonctionne 7 jours sur 7. C'est l'atout supplémentaire qu'a le marché de Makenene parce que le marché est, implanté au cœur d'un centre urbain. Donc forcément, le marché il est en mesure de fonctionner 24 sur 24, puisqu'il y a une certaine population quand même aux alentours. Il y a quelques années, ce marché était quasiment incontournable. Il était difficile d'aller à l'ouest et même dans le nord-ouest sans s'arrêter ici, ne serait-ce que pour quelques minutes de pause. Certes, cela a un tout petit peu baissé, mais Makenene, tout au moins pour ce qui est du marché, reste debout. Ici Makenene, Emmanuel Job, Marcelin Gansol, Equinox Télévision. Crise institutionnelle au Tchad, la mission d'enquête de l'Union africaine recommande une transition ou un accompagnement de la transition au pouvoir avec la désignation d'un civil au poste de président de la République et un militaire vice-président. Cette commission a publié un ensemble de recommandations. Les points saillants de ce rapport sont évoqués dans ce reportage de Jean Pochuniat. Dans son rapport sur la situation sociopolitique et sécuritaire au Tchad, la mission d'enquête de l'Union africaine recommande à la Commission de paix et sécurité de soutenir le plan de transition conduit par le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby au pouvoir en N'Djamena. Deuxième recommandation des émissaires de l'Union africaine, le partage équilibré du pouvoir entre militaires et civils en vue de préserver la paix face aux menaces sécuritaires en cours dans le pays. Enfin, faire pression pour la cohabitation d'un président civil et un vice-président militaire. Le cas du Tchad étant spécifique, bien différent du Burkina Faso, le Soudan et le Mali sur la qualification des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Les enquêteurs de l'Union africaine proposent à la Commission paix et sécurité d'examiner la question tchadienne sur 20 points. Les plus saillants étant la normalisation d'un retour à l'ordre constitutionnel, la restauration de la paix et la sécurité, gage de stabilité au Tchad. Il est bien évident que c'est d'abord aux Tchadiens et aux Tchadiennes de vouloir sortir leur pays des difficultés. L'Union africaine, les partenaires de manière générale seront là pour aider, mais surtout il reviendra à eux de s'entendre politique. Ainsi, la mission d'enquête qui a séjourné dans le pays du 29 avril au 5 mai 2021 demande le départ immédiat des combattants et mercenaires étrangers du sol tchadien, la cessation des hostilités de la rébellion du FACT et autres groupes armés, tout en les conviant à la plateforme de dialogue inclusif et de réconciliation nationale. La mission rappelle surtout l'impérieuse nécessité de rédiger une constitution acceptée de la majorité des Tchadiens, la charte de transition du CMT étant jugée inadéquate au contexte tchadien. Enfin, préconise ce rapport de 37 pages. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat,
doit nommer un haut représentant qui servira d'envoyé spécial pour le suivi de la transition politique et les réformes au Tchad. Bien sûr, le Conseil était divisé. Les uns pensant qu'il fallait tout de suite appliquer les textes et le protocole du Conseil de paix et de sécurité. Les autres disant il faut qu'on examine, il faut qu'on donne un peu plus de temps parce que la situation concerne pas seulement le Tchad, mais un ensemble beaucoup plus grand. Dans cette enquête, l'Union africaine veut aussi voir très clair sur les circonstances exactes de la disparition brutale du président Idriss Déby Itno, qui avait créé toute une controverse au sein de l'opinion publique internationale. La junte au pouvoir maintient sa déclaration du 20 avril dernier, révélant que le maréchal président a été tué au front dans une contre-attaque des rebelles dans la province du Kanem, à 300 km de la capitale N'Djamena. Diverses sources sécuritaires ont indiqué à la mission d'enquête de l'Union africaine que les rebelles du FACT et mercenaires étrangers avaient été contraints par des autorités libyennes de transition et la communauté internationale dans leur assaut final sur N'Djamena. À la mort du président Idriss Déby Itno, son fils Mahamad Idriss Déby s'emparait alors du pouvoir, créant un conseil militaire de transition de 15 membres pour une période de 18 mois. Après avoir suspendu la Constitution, dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement. Un public reportage dans ce journal. La Cameroon Telecommunication vient de lancer sa journée hebdomadaire du bilinguisme en son sein. Il s'agit notamment de familiariser son personnel à l'utilisation à la fois de la langue anglaise et française, d'après les prescriptions de la Commission nationale, la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Reportage. La Cameroon Telecommunication Camtel se met résolument à l'heure du bilinguisme. Sa directrice générale vient de lancer le démarrage de la journée du bilinguisme au sein de cette entreprise de télécommunications. Il s'agira de consacrer une journée pour mettre en exergue les langues anglaises et françaises. C'est dans le sens du respect des directives que nous avons institué cette journée du bilinguisme qui permet à chaque Camtelois et à chaque Camteloise de pouvoir s'exprimer dans l'une ou l'autre des langues, tous les mercredis. Chaque mercredi, ceux qui sont d'expression française seront tenus de s'exprimer en langue anglaise et inversement, ceux qui sont d'expression anglaise seront tenus de s'exprimer en langue française. Loin de considérer que l'instauration de cette journée du bilinguisme marque le début de l'intérêt de Camtel pour cette exigence, sa directrice générale rappelle ce qui est déjà fait. Notre journal interne, c'est Camtel Today. Dans ce journal, nous avons des articles autant en français qu'en anglais. Nous avons aussi une émission à la radio tous les samedis matins en français et en anglais. Et pendant les réunions, nous demandons à chacun de s'exprimer dans la langue dans laquelle il se sent le mieux. Donc au cours des réunions, nous avons des gens qui prennent la parole en français, d'autres en anglais. Et tous nos discours sont rédigés en français et en anglais. Pour sa part, la commission du bilinguisme souligne combien elle est satisfaite de l'option de Camtel de s'arrimer à ses recommandations. Nous sommes ravis aujourd'hui de savoir que les recommandations qui ont été faites sont suivies. Camtel a lancé officiellement sa journée hebdomadaire du bilinguisme et nous ne pouvons qu'encourager cela. Également partie prenante à cette activité, le Haut Commissariat du Canada encourage l'initiative de Camtel. Le Canada comme le Cameroun, c'est un pays bilingue avec des langues officielles et notre expérience, c'est un travail constant pour non seulement maintenir mais pour renforcer ce bilinguisme. J'aimerais saluer l'exemple de le leadership montré par la directrice générale du Camtel. On a besoin des gens qui prennent ces rôles de leadership, qui encouragent l'utilisation et le renforcement des capacités dans les deux langues officielles dans une seule institution. Autant dire que le respect scrupuleux du bilinguisme est désormais le leitmotiv de la Cameroon Telecommunication. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again. And to our viewers, good day. Thanks for staying with us. We begin with religious news to talk about two major religious feasts being celebrated today.
First, the ascension of Jesus Christ for Catholic or Christians, rather, who are celebrating the ascension of the Savior Jesus Christ into heaven 40 days after his resurrection. The second one, the feast of the Ramadan for Muslims who are marking the end of their 1 month fasting period, and they have been praying for peace to reign in the country, and they're officiating the officiating imam at the Senegalese mosque in the Douala 2 subdivision indicated that they prayed purposely for peace to return in Cameroon and urged Muslims to be law-abiding. He also outlined that special security and health measures have been taken into consideration, notably in the context of the COVID-19 pandemic. Here now is an excerpt of Ostas Guy, the officiating imam at the Senegalese mosque here in the Douala 2 subdivision. Take a listen. Equinox Television, Barka da Sallah aussi for the President of the Republic of Cameroon. Barka da Sallah for everybody, man and woman. We have prayed for Cameroon and we have advised the Muslim people, brothers and sisters, to have the good behaviors Muslim used to have. And he said, you are Muslim man or woman, you have to get respect to the people and respect to also everybody. That is the important message. And also there's some problems in our family. The security measures and the health measures was good, and we respected the security measures and the anti-COVID. Everything was good. There was no problem today. It is the feast, it is the day for prayer, it is the day for read the Quran, the day for greeting the people. So it is the day to be happy. While in Boya, chieftain of the Southwest region, the Minister of Secondary Education, Nalova Lyonga, met with education stakeholders and the students. One of the students noted that she went through tough times in the hands of armed individuals as she pursued her fundamental rights to education, something regrettable that was regrettable according to Derek Jato, and he equally indicates that the Minister of Secondary Education has promised that more measures will be put in place for students to pursue their fundamental rights to education peacefully. His report. In the presence of the Cameroon Minister of Secondary Education, a girl narrated her story. She was taken to the bush as a punishment for going to school by the separatist fighters in the Southwest region. When in this course study, a lot of hardship, beating, torture, and I always pity my grandmom because she was already old to pass through all this. So we were forced to go back home in Yassa to go and face what will happen. While in captivity, the torments were too much. She continued her story as her voice cracked with emotions. That was This tenacious and fortunate girl was finally brought to Boya, where she wrote her GCE ordinary level and succeeded. And today she is much more fortunate to directly tell the minister her story. But what about her friends and schoolmates still trapped somewhere in their villages? No one to take them to town for them to write the GCE. And Minister Pauline Nalova Lyonga, the Cameroon Minister of Secondary Education, must have listened and taken down note. And that is the true story of the Anglophone crisis, the war and education in Anglophone Cameroon. Earlier, a workshop on capacity building for distance education was organized and chaired by Minister Pauline Nalova Lyonga. And later, a consultative workshop on violence and drug use in schools. And we stay in the Southwest region, where members of the Southwest Registry Corps Association converse on Boya after being disunited by the armed conflict for several years, an armed conflict which has ravaged or equally ensured that they should not continue with their court activities. And their meeting, according to the association president, Fru George, was to remind themselves of the oath they took to serve the nation and also to train young Cameroonians who have embraced the profession. The Jato reports once again.
These are members of the Southwest Registry Corps Association in their General Assembly in Buea. During this General Assembly, we come to meet, remind ourselves of the oaths we've taken to serve the state. Through presentation, we recycle the knowledge we have had over the years and also train the young ones who are getting into the profession. The war in the Anglophone regions did not only keep them apart, but their offices too were punctured. It's been 3 years and above since we held the last one. We know we are in what is popularly known today as the no-zone, with the security challenges. Here in the Southwest, we have some courts which are facing serious security challenges. We have the courts of Menji, courts of Moyoka, who are finding it very difficult even to operate on day-to-day basis. Court defined as where justice is being served. To the separatist fighters, it is where their rights are being taken, and anyone around the court is seen as their enemy. Reason why these Southwest court registrars are calling on the government for additional security measures. Registrars have been victims of kidnaps and molestation from Amber boys. Thus, they need to remind the hierarchy that we need more protection. Security measures should be multiplied. Representing Chief Justice of the Southwest Region, Justice Beatrice Nabangi, Vice President of the Southwest Court of Appeal, reminded these Southwest registrars, drawn from all the courts in the Southwest region, that they are the engine of the judiciary and the face of justice. Because when a litigant or any user comes to the court, the first person they will meet is a registrar. Even our secretaries are all registrars. And it depends on how you attend to the public. That is the image that they carry back of the Justice Department. If you attend to them very well, you boost confidence in the Justice Department. But if you attend to them, maybe you had a problem at home and you decide to bring it out to anybody you see on that day, then you are selling the Justice Department short. You are giving the person going back a very bad impression. It is their wish for security stability to enable them meet more often and discuss what concerns them for better judicial services in the region. Cameroon's Minister of Decentralization and Local Development has promised that the government of Cameroon will speed up the decentralization process at the request of local administrative authorities. He was speaking in Limbe during the official opening of the regional office for the Special Council Support Fund for Mutual Assistance, FECOM. Details with Davidson Maimo. Councils in the Northwest and Southwest regions continue to witness a decline in their budget, with a good number heavily indebted. Months of unpaid staff salaries among other financial constraints. All these due to the prevailing armed conflict affecting these two regions. However, the government of Cameroon is strategizing to channel more financial resources to these regions for the survival of local councils and for the construction of the region. Thus, the official opening of the regional head office of the Special Council Support Fund for Mutual Assistance with French acronym FECOM in Limbe by the Minister of Digitalization and Local Development. If FECOM want to be by the councils and the regions, it should have the staff very well located, comfortably installed, and then they can deliver good produce and then be at the disposal of the council. Local authorities in the region used the occasion to urge government to fully implement digitalization process in the country. The Southwest Regional Executive Council prays Your Excellency to ensure that government machinery is put in place to progressively sort out the issue of the devolution of powers to regional and local authorities. The minister, on his part, assured the people of the Southwest region of government total commitment to support local councils and the rebuilding of the region. We are boosting decentralization, we are deepening it, we are accelerating it. And you know, to do so, you have to have institutions that are strong and that can accompany the process.
According to FECOM General Manager, in 15 years, the institution has funded more than 115 projects costing over 14 billion CFA francs. During the same period, FECOM paid the sum of CFA 52,946,000,000 under additional council taxes and other taxes subject to equalization. The Southwest Regional Head Office is a site out of 10 to be constructed nationwide and cost 500 million CFA francs. Away from that, we move to the north region of Cameroon, where the National Veterinary Laboratory in Garoua has destroyed a huge quantity of vaccines. Officials of the institution say the vaccines were destroyed because they could not be tested due to frequent outage of electricity in Garoua. Smanjikan Gabriel has more. 6,247 vaccines and little bottles containing water to dilute these vaccines already contaminated have been destroyed at the National Veterinary Laboratory in Garoua 3 municipality. Est un bien de l'État. La destruction dont doit respecter les normes. Officials say the products were destroyed because they couldn't be tested. This is so as a result of the frequent power outage in the region. These vaccines, before use, were supposed to undergo several tests to be sure of its impact. The National Veterinary Laboratory has as its main goal the production and commercialization of vaccines and medicine, alongside analysis of thirst and training of personnel. And that report certainly ends this edition of the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching.